L'enfant du silence, pour lequel elle a reçu le Molière de la Révélation. Sourde de naissance, elle n'a cessé de prouver qu'on pouvait briser le mur du silence et de parler avec les mains, les yeux et le cœur. L'invité des 5 dernières minutes, c'est Emmanuelle Laborie. Merci vraiment à vous, Emmanuelle, d'être avec nous pour nous parler d'Héritage, la pièce qui est donnée jusqu'au 27 février à l'International Visual Théâtre. D'abord, un conseil pour moi. Comment dit-on bienvenue? Parce que vous êtes vraiment bienvenue sur ce plateau. Bienvenue. Comme ça? Voilà, merci à vous. On est vraiment ravis en tout cas de vous recevoir. Parlant de cette pièce Héritage, en fait il y a une petite histoire, celle d'une famille, et puis la grande histoire, celle du Congrès de Milan. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, le thème de ce sujet, c'est l'histoire d'une famille qui a choisi une éducation oraliste, la parole pure pour le fils sourd. Et donc, il est question d'une fratrie qui a assisté à justement cette éducation. Mais le frère sourd a quitté la famille il y a plus de 25 ans. Il s'est reconstruit dans une autre vie, il a fait ses propres choix. Et au moment du décès de la mort de la mère, il faut donc régler l'héritage. Donc, le frère sourd retrouve son frère et sa sœur entendante qu'il n'a pas vu depuis 25 ans. Mais lui n'est plus du tout dans la méthode oraliste, donc il vient avec un interprète qui est également une amie. Donc en fait, c'est ça l'histoire. Ce sont tous les souvenirs d'enfance qui vont se remémorer et c'est l'histoire de la famille avec bien sûr l'histoire, la grande histoire de la communauté sourde qui n'est pas connue par la plupart des gens. Alors, parlez-nous du Congrès de Milan. Que s'est-il passé? C'était en 1880 parce que c'est vrai que la plupart des gens qui ne sont pas sourds ne savent absolument pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, ce qui s'est passé à cette époque, il faut savoir que c'est une période très, très, très importante. En fait, il a été dit à ce moment-là que la meilleure éducation pour les enfants sourds, c'était la parole pure. Il fallait que les enfants parlent et que la langue des signes était très mauvaise. Ça ne permettait pas aux enfants de pouvoir s'intégrer. Donc, en fait, ce qui était dit, c'est que le meilleur moyen pour rendre les sourds à la société, c'était la parole. Et c'est une époque qui est vraiment très, très importante parce que les sourds n'ont plus eu le droit d'enseigner auprès des élèves sourds. Seuls des enseignants entendants pouvaient enseigner auprès des enfants sourds, même s'ils ne connaissaient pas la langue des signes, justement pour entrer dans cet oralisme. Et la bagarre n'est pas encore terminée. Vous savez, la situation est encore très, très, très délicate parce qu'en France, il y a très peu d'écoles qui enseignent réellement en bilingue, c'est-à-dire un enseignement en langue des signes. Et donc, c'est là où je trouve que ça manque d'équilibre entre une loi qui existe, mais pas de décret d'application. Oui, parce que moi, j'allais vous demander que reste-t-il à faire? Je crois que la langue des sourds est officiellement reconnue depuis 2005. D'ailleurs, c'est très très récent. Où est-ce qu'il faut mener le combat aujourd'hui? Alors, une loi ne suffit pas en elle-même. Il faut qu'après, il y ait des structures qui soient mises en place pour justement nous permettre d'être accueillis sans devoir nous battre, sans devoir vraiment faire un parcours du combattant. Donc, c'est vrai que pour nous rendre à l'aise dans la société, il faut que les structures soient mises en place. D'autre part, je trouve qu'à la télévision et dans la presse, on ne montre pas suffisamment la langue des signes. Elle est toujours restée très clandestine. Pas ici à France 2. Hein. À France 2, on a beaucoup de langue des signes. Oui, il y a le flash d'info, c'est ça. Mais qui le regarde? Tout le monde travaille, vous savez, à cette heure-ci. C'est quand même dommage. Moi, j'aimerais bien que le JT de 20h puisse être également avec un interprète en langue des signes. Je crois que c'est très, très important, tout simplement, pour des parents, des entendants, qui ne connaissent rien à la surdité et qui, d'un seul coup, découvrent que leur enfant est sourd. Si la langue des signes est vraiment là pour le grand public, dans les médias, c'est vrai que ça ne fera plus peur. Alors, on va reparler de la pièce, parce que c'est important. C'est vous qui la mettez en scène. Sur scène, il y a 6 comédiens, il y a 3 entendants et il y a 3 sourds. Comment on met en scène une pièce avec des comédiens sourds et entendants et comment on parle à des publics différents? Parce que dans la scène, dans la salle aussi, il y a des publics différents. Il y a des sourds et il y a des non-sourds. Alors ça, c'est vraiment la particularité de l'IVT, et c'est ma particularité également. En fait, moi, je suis pour la mixité, sourds et entendants ensemble, je ne suis pas pour le ghetto. Dans ce spectacle, bon là, moi, j'ai fait appel à Estelle Savasta pour m'aider à la mise en scène. Nous avons travaillé ensemble, je lui ai proposé de travailler avec moi. Elle a déjà fait une mise en scène utilisant la langue des signes qu'elle connaît, et moi, je vais le travailler avec quelqu'un qui connaît la langue des signes, et puis je suis très intéressée par le travail d'Estelle Savasta. Nous avons à peu près le même âge, nous avons vraiment les vues ensemble, et je voulais lui demander de travailler avec moi sur Héritage. Alors, on va tout de suite regarder un extrait ensemble de ce spectacle Héritage, parce que ça parle plus que n'importe quoi, on découvre ensemble. Maman passait toutes ces après-midi avec toi à travailler, pendant que nous faisait comprendre à Françoise et à moi que l'embarras c'était de nous mener au foot ou à la danse.
Même si je me détestais de le penser, je ne pouvais pas m'empêcher de mesurer la chance que tu avais d'être le centre d'intérêt de tous ici. La chance. La chance. Mais sais-tu pourquoi tous ces gens venaient jusqu'à moi, comme tu dis? Pourquoi, d'après toi, pourquoi? Pourquoi parce que rien n'était trop pour toi, voilà pourquoi. Maman, tu ne t'expliques pas. Je t'ai donc posé aucune question, jamais. Mais papa, il faisait venir ici pour que tu réussisses, pour que tu t'en sortes plus tard dans la vie, que tu apprennes à parler. C'est un crime de dire ça. Non, mais Xavier, tu n'as pas compris. Quoi? Il venait ici pour que je sois contraint d'y rester enfermé. Mais comment ça, enfermé? Mais pour m'isoler des autres sourds. Françoise, du moins, toi, tu sembles comprendre. Alors essaie de m'expliquer. Moi, je jette l'épaule. Voilà pour l'extrait. Dans votre autobiographie, il y a une très belle phrase. Vous dites « Mon cœur n'est sourd de rien ». Ah, le cœur N'est sourd de rien. Ah oui, oui, effectivement. Je crois que ce qui est très important de dire, c'est qu'en fait, il y a la culture des sourds. Hein. La culture des sourds, c'est la langue des signes. C'est vrai que c'est l'évidence, c'est la langue des signes. Pour moi, ce qui est très important, c'est que l'on fasse partie de la culture française. Hein. Ce qui est très important dans le travail de l'IVT, c'est que nous sommes un laboratoire de recherche artistique, pédagogique et linguistique. C'est une structure qui accueille, qui est un lieu d'accueil, qui est un lieu de transmission de la culture des sourds. Et pour moi, c'est essentiel. Il est important qu'on ait le soutien de l'État, bien sûr. Hein, nous avons bien sûr des aides de la part de l'État. Mais lorsque je compare par rapport à d'autres théâtres qui existent, ils ont le double de ce que nous avons. Et en fait, nous avons énormément de mal à continuer notre travail. Et pourtant, il est essentiel. Donc, c'est un lieu qui est unique en France. Nous sommes un théâtre national. Merci vraiment à vous, Emmanuelle Laborie. Le message est passé. Héritage, c'est à l'International Visual Théâtre jusqu'au 27 février. L'International Visual Théâtre qui a besoin de plus de subventions, vous avez entendu. Cela fait aujourd'hui 405 jours que nos deux confrères et amis Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier sont retenus en otage en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs. Nous pensons bien sûr à eux et à leurs proches ainsi qu'aux 6 autres otages français retenus en ce moment dans le monde. C'est la fin de ce journal qui a été réalisé